France Maghreb 2. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 pour la suite de votre émission Le Grand Forum avec Tarek Mami aujourd'hui pour m'accompagner, avec qui nous recevons aujourd'hui Fawzi Tarkani, auteur du livre Mal vu, paru aux éditions Don Quichotte. Bonjour Fawzi. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue à vous Fawzi Tarkani pour évoquer donc votre livre sorti le 3 novembre dernier. Premier livre ? C'est le premier. C'est le premier. Alors, est-ce que c'est un livre témoignage ? Est-ce que vous aviez besoin de ça pour aujourd'hui venir expliquer ce contexte un peu particulier et vous démarquer par rapport à tout cela ? Moi, en fait, si j'écris cette biographie, parce que c'est une biographie et aussi un témoignage, c'est effectivement suite aux attentats du 13 novembre qui ont ensanglanté la France. Donc, je me suis dit, il y a énormément de confusion autour du terme salafisme, et ça me tenait vraiment à cœur d'expliquer les différences. Ouais. Alors pour en arriver au salafisme d'aujourd'hui, on a débuté par le parcours, j'allais dire, d'un gamin né dans une banlieue française qui s'appelle Sarcelles. Vous dites d'ailleurs fort bien dans ce livre que lorsque vous parlez un petit peu de votre enfance, que vous avez rencontré cette fameuse dame qui vous destinait plus à un parcours de voyou que ce que vous êtes aujourd'hui. Ça, c'est peut-être une certaine réalité qu'on peut ressentir quand on est aujourd'hui en banlieue. Et il y a ce terme aussi qui m'a un peu interpellé lorsque vous dites quand on est en banlieue, on est voyou. En clair, la banlieue fait le voyou. Voilà, la banlieue fait le voyou. Non, ça c'est l'interrogation que j'ai plus tard, parce que c'est vrai que dans un premier temps, à Sarcelles, la plupart de mes camarades, j'en ai croisé quelques-uns. C'est vrai que c'est pas Jojo. Il y en a beaucoup qui sont passés par la case prison. Ouais. Beaucoup aussi malheureusement se sont tournés vers la drogue et les drogues dures. Donc c'est vrai que maintenant, lorsque je fais le bilan, je m'aperçois que voilà, on a été il y a très peu de rescapés. Très peu de rescapés. Mais il y a aussi ces gens qui s'en sortent évidemment formidablement bien aujourd'hui, issus des banlieues. Et statistiquement, ils sont beaucoup plus nombreux quand même. Oui. Je parle pas de votre cercle immédiat. Je parle des jeunes de banlieue en général. C'est-à-dire que Sarcelles avait un contexte, c'était un contexte assez particulier. C'était une banlieue qui était dure déjà depuis très longtemps en fait. Avant même d'autres banlieues, on a connu ça avec la période des Loubards. Et c'était, même dans les années 80, c'était très 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 dur. Et bon, après effectivement, il y en a qui effectivement qui s'en sont sortis et qui heureusement ont une vie épanouie aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je m'aperçois que le bilan n'est pas terrible. Est-ce que vous comprenez que cette phrase puisse choquer beaucoup de jeunes qui sortent de banlieue et qu'elle puisse surtout être utilisée par des hommes politiques pour justifier la racaille et tout le reste? Et d'ailleurs, même eux, ils reconnaissent que comme ils sont en banlieue, ils sont destinés à devenir voyous. Comme on l'a dit, moi, vous l'avez très bien dit, c'est mon cercle d'amis. Ouais, d'accord. Après, je ne généralise pas du tout à toutes les banlieues. En plus, bon, moi, là, j'ai 41 ans. C'était la Sarcelles de mon enfance, c'était celle des années 80. Ouais. Et maintenant, non, j'imagine que ça a évolué. Heureusement, les parents sont un peu plus regardants, j'imagine, parce que justement ils ont eu l'expérience de la banlieue, donc les deuxième générations font beaucoup plus attention avec les troisième générations. Et voilà, non, moi c'est un bilan personnel, attention, je ne fais aucune généralité. C'est important de le rappeler. Alors donc c'est une enfance qui se passe, je vais dire plus ou moins bien, hein, une gamin de banlieue qui essaie de construire sa vie tranquillement du côté de Sarcelles, et puis il y a ce drame à l'âge de 11 ans, Fawzi. Ça se passe dans la chambre de votre cousin. Et là, on joue finalement avec ce qui peut paraître assez banal. C'est un fusil. Non, un pistolet. Un pistolet, oui. Pistolet à grenade. Voilà. Ça aurait été un fusil, je serais pas là. Ouais. C'est sûr. Vous voyez, pardonnez-moi mon ignorance concernant les armes. Voilà. En tout cas, voilà, avec cette. Je vous offrirai, cher Christophe, pour la fin de l'année, un bouquin, un catalogue d'armes. Non, ça va aller, c'est gentil. Pour la prochaine interview. Voilà, c'est ça. Donc, et puis finalement, c'était un jeu, et puis ce cousin vous dit la dernière, elle est pour toi. Et elle était vraiment pour toi.
c'est deux gamins en fait. Hein. Ouais. On trouve l'arme de mon oncle. Donc c'était un pistolet à grenaille. La grenaille, il faut savoir, c'est du plomb, mais ça ne tue pas. C'est ce qu'on appelle les pistolets d'alarme. Et donc voilà, malheureusement, mon oncle a laissé traîner cette arme. Nous sommes tombés dessus. Et vous avez été la chercher parce que vous avez trouvé l'arme Ah bah oui, vide. non. Et vous allez été chercher les cartouches et tout. Je veux dire, On était très motivés, on était très heureux. Nous, voilà, on voulait jouer aux cow-boys et aux Indiens. Et j'étais l'Indien du coup. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre cousin aujourd'hui? Quels sont les rapports que vous entretenez avec? Mon cousin, Titi. malheureusement, il est décédé. Ah, là. Bon, donc non, je n'ai plus de. Ouais, et vous dites d'ailleurs que vous lui, Non, mais c'est vous pour n'en ça avez que je jamais posais la voulu, question. hein. Vous dites dans Non, votre livre que non. vous n'y avez jamais voulu de cette. Non, mais on était deux gamins, c'est tout. On était deux gamins et puis je suis pas quelqu'un de rancunier. Alhamdoulilah. Et donc à l'issue malheureusement de cette soirée tragique, vous perdez la vue. Alors une question brutale peut-être. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, avec votre vie, avec ce que vous avez fait comme trajectoire, cette cécité peut être pour vous reçue comme une bénédiction ou comme une malédiction? Allahu alam, comme on dit, Dieu seul sait. Je me rappelle à l'époque que j'avais été interviewé par un journal, vous savez, Le Parisien. Ouais. Le titre, c'était Pour réussir, il faut un drame, un malheur. Ah, d'accord. Eux avaient jugé que voilà, c'était que finalement ça avait été une bonne chose. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais eu une autre trajectoire. Allahu alam. Maintenant, la trajectoire que j'ai eue, je ne la regrette pas du tout. De là, je n'ai jamais été malheureux, même avec ma cécité. Je n'ai jamais pleuré dans mon coin ou non, j'ai toujours bien vécu mon handicap. Alors à peu de choses près quand même, lorsque vous arrivez dans ce grand établissement qu'est l'Institut National des Jeunes Aveugles à Paris, on a tendance un petit peu à s'y perdre quand on arrive comme ça de Sarcelles, quand on vient récemment de perdre la vue. Il faut se réadapter, réapprendre à, par exemple, écrire en braille, etc. Et vous avez ces petites parcours que vous expliquez donc à l'Institut National des Jeunes Aveugles. C'est pas toujours facile quand même. Hein, vous dites que vous n'avez pas pleuré dans votre coin, mais quand même il y a eu des heures un peu difficiles, un peu compliquées. Franchement, moi, quand j'arrive à l'âge de 11 ans dans cet institut, je sais pas, j'arrive dans une sorte de château magnifique. Faut comprendre que je viens de Sarcelles Ouais. et que j'arrive dans un endroit où on est une dizaine par classe, où on s'occupe vraiment bien de nous. Non, moi, dans un premier temps, c'est vraiment, c'est une sorte de presque de rêve éveillé, j'ai envie de dire. Hein. C'était le pensionnat ne m'effraie pas, et puis je me fais assez vite des amis. Maintenant, il est vrai que des fois, après c'était toujours, vous savez, l'être humain n'est jamais satisfait. Je me retrouvais à regretter Sarcelles. Effectivement, j'aurais eu cette vie de voyou, peut-être que j'aurais, mais voilà, c'est parce que à ce moment-là, j'ai 11-12 ans, et surtout, il y a un phénomène qui commence à naître, qui s'appelle le rap, et qui d'une certaine manière sublime la violence. Est-ce que c'est le rap finalement qui vous a sauvé? Non. Mais de toute façon, il n'y a pas ce terme sauver. Enfin sauvé, quoi j'allais dire, vous a quelque peu atténué vos douleurs intérieures. Non, franchement, je le dis, je le répète, ça peut sembler étrange. Je n'avais pas de douleur intérieure. Ouais. Je n'avais pas de douleur intérieure. J'arrive à 11 ans, vous savez, on est assez inconscient encore. On se rend pas compte, on est encore gamin. Si j'avais perdu la vue à 20 ans, ça aurait été différent. Mais là, à 11 ans, voilà, on est encore. On est jeune, on a la vie devant soi et on ne pense pas à ce genre de choses. On n'a pas des pensées amères encore. Alors effectivement, le rap, vous en parlez parce que ça fait partie aussi de votre vie. Le rap, vous y avez d'ailleurs sorti plusieurs albums, enfin notamment le premier Brise de Conscience. C'était un album et une compilation. Brise de Conscience, c'était la compilation et Guerrier pour la paix, c'est l'album, c'est ça. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, à toute fin, enfin, on a cherché comme ça des petits trucs sur Brise de Conscience. On trouve rien du tout sur YouTube. C'est fait exprès? On ne trouve surtout pas là où vous faites intervenir Zidane, Dieudonné, le diable d'aujourd'hui et quelques autres. Et là, mais j'ai retenu la liste des noms, mais je l'ai pas trouvé celui-là. Vous l'avez, vous? Il tourne toujours quelque part? Non, moi, comme je n'écoute plus de musique, non, ça fait bien longtemps que je ne sais plus, où est cet album. Alors, justement, durant cette période à l'école, au collège, puis au lycée, il y a donc le rap, et vous passez des soirées entières à faire du rap avec vos amis. Et d'ailleurs, vous passez aussi sur l'épisode dans votre livre à l'occasion du 150e anniversaire de l'Institut National des Jeunes Aveugles, vous sortez un CD de rap avec votre ami que vous appelez Jean-Philippe, dans votre livre, un disque qui composait de 5 morceaux, je crois.
qui a été peut-être le début de ce que vous auriez pu éventuellement appeler une carrière en tant qu'artiste. Hein. Vous vous êtes révélé au travers de ce CD. Oui, non, au début, nous on fait ça. Effectivement, il y a Jean-Philippe, il y a aussi Samuel. Ouais. Donc, on a cette opportunité, comme je le dis, l'Institut national des jeunes aveugles, c'était un pensionnat extraordinaire. Et ils nous ont donné cette possibilité-là, un financement. Et oui, à l'époque, on fait 5 titres. On va les enregistrer dans un véritable studio professionnel. Et oui, c'est le début de quelque chose, parce que très rapidement, en fait, on est repéré par des professionnels de la musique. Voilà. Alors et en même temps, vous parlez dans votre livre de cette, de ce rapprochement des religions, parce qu'au départ, vous avez cherché, étudié le catholicisme, le judaïsme. Oui, parce qu'à l'Inja, il y avait aussi cette possibilité. Vous racontez d'ailleurs avec le fameux père là, Pierre-Édouard, effectivement, avec qui vous passiez des petites soirées. Vous avez fait ce qu'on appelle du catéchisme, en fait, non? C'est-à-dire que tous les jeudis soirs, alors les soirées étaient un peu longues à l'Institut national des jeunes aveugles. Souvent, on s'ennuyait, soit on faisait du sport. Et puis comme j'étais quelqu'un de curieux, j'ai appris que tous les jeudis soirs, il y avait des cours de catéchisme. Et je me suis dit, écoutez, plutôt qu'à perdre mon temps, allons assister à ces cours. Parce que vous posiez déjà des questions. Je me posais des questions. Sur les religions. Voilà, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et en plus, l'Institut avait une sorte de chapelle un peu mystérieuse. Enfin, on sentait, il y avait vraiment une ambiance un peu étrange. Et donc voilà, je me suis inscrit à ces cours. Et là, on a commencé à me parler de personnages bibliques que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a intéressé. Ouais. Alors, ce qui est un peu étonnant, Christophe, c'est un parcours particulier. Donc, on a encore 1 heure pour en parler, et la conclusion qui doit intéresser la presse française, la presse occidentale, c'est une phrase de tout. Je sais pas combien fait votre livre, 170 pages ou en tout cas 208 pages. 208 pages, ça dépend des versions, donc le papier et le reste. Ce qui est un peu étonnant, c'est que vous soyez hors de la transmission dite classique des normes de la religion musulmane, parce que ceux qui naissent de cette religion ont des parents qui font l'islam traditionnellement, la prière ou pas, le ramadan ou pas, et qui transmettent, j'allais dire, d'une manière mécanique. On retrouvera cette formule à la fin de notre échange sur la salafiyya, et donc ceux qui font le naql, ceux qui font le aql, c'est-à-dire ceux qui arrivent à la religion par raisonnement et ceux qui arrivent par simple transmission. Et vous êtes dans un cas particulier, tous les jeunes Sarcelles, ils s'en comptent la religion quand ils sont jeunes, ils arrivent à 18 ans, il faut faire le ramadan, allons-y, peut-être la prière. Donc, qu'est-ce qui différencie dans votre esprit ce cheminement un peu particulier d'aller chercher quelque chose? Il y a une première chose, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est que à l'époque, nos parents, je parle là, c'est vraiment une généralité, je parle pas du mien en particulier. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un islam assez folklorique, voilà, c'est à peu près le terme. On jeûne le mois de Ramadan, mais on nous explique pas vraiment pourquoi. On égorge des moutons au nom de Sidi, je ne sais quoi, pour Sidi Ibrahim ou Sidi Abdessalem, pour favoriser la fécondité ou je ne sais quoi. Donc, et nous-mêmes, on ne sait pas trop en fait. On nous parle d'un islam que moi, quand je suis jeune, je ne sais pas trop. Je mélange ça un peu avec les 1001 nuits, avec Aladdin. Enfin, c'est toute une shakshuka. C'est de Walt Disney. C'est un peu étrange. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup en plus de parents qui ne priaient pas. Oui. Donc visuellement, vous savez quand vos parents font 5 fois la prière par jour, il y a quelque chose qui est marquant. À force vous le voyez, et puis et même il y a des dans des familles, il y avait même des choses que la religion interdit qui étaient faites. Comme, il y avait de l'alcool, mais il n'y avait pas de porc. L'alcool, pas de porc. Ça, c'est la définition de l'islam traditionnel. Exactement. Ouais. Alors, sur le parcours qui se poursuit dans ce livre, vraiment, je vous invite à le lire parce que c'est vraiment un parcours un peu particulier que celui de Fawzi Tarkani qui est avec nous aujourd'hui. Le livre s'appelle Mal vu aux éditions Don Quichotte. On arrive là à la période où effectivement l'Inja donne l'opportunité d'obtenir une chambre pour poursuivre votre parcours universitaire. À l'université, ça. Ouais, en fait, c'était juste avant pour comprendre, pour prolonger la question de Tarek. Au moment où je rentre à l'Institut national des jeunes aveugles, je suis coupé de ma famille. Ouais. Donc là, je suis coupé aussi de mes racines. Ouais.
on rentre que le week-end, et puis c'est vrai qu'il y avait il y avait quelques maghrébins, mais on va dire, vous savez, il y a des mentalités qui ressortent. L'islam, c'était l'institut, c'était il y avait très peu de musulmans pratiquants. À un moment, il y a eu un petit groupe, mais à ce moment-là, moi, je me sens beaucoup plus. Je me considère comme athée. Oui. Oui. Je me considère comme athée et j'oublie même mes racines maghrébines et sans parler de l'islam que je ne connais pas du tout. Et alors justement, le parcours intéressant dans cette fameuse chambre universitaire, vous lui racontez que là, vous avez fait, connaissance d'un certain Jérôme avec des soirées un petit peu agitées, des soirées. On va appeler ça les 400 coups, quoi. Voilà. Oui, voilà. Là, en fait, je sors de l'Institut national des jeunes aveugles où j'étais quelqu'un de. Voilà, je sors le corps sain. C'était, vous savez, on était très protégés dans cette école. Donc voilà, je ne fumais pas, je ne buvais pas, enfin bref. Et donc effectivement, j'arrive dans un milieu universitaire qui est totalement différent. Voilà, ce n'est plus le monde des aveugles déjà. C'est à la fac, vous avez des gens qui voient, en grande majorité. Ouais, tout à fait. Donc il faut apprendre à s'adapter. Et là, dans cette fameuse chambre d'universitaire, effectivement, je fais. Il se passe des choses, voilà. Oui. Un peu bizarre, voilà. Tout en rapport avec des trucs, des produits illicites, voilà, pour être tout à fait clair. Et puis alors, ce fameux Brice qui est très important. Bah oui, je le rencontre en faculté. Lui, en fait, suit un cursus d'anglais et on sympathise très rapidement. Ouais. Voilà, on sympathise très rapidement. Souvent, donc, il m'accompagne dans cette fameuse chambre universitaire. Mais avec Brice, il y a quelque chose de différent qui se passe. Ce ne sont plus les drogues douces qui nous lient, mais c'est autre chose. Il y a des discussions. La recherche d'une spiritualité. Voilà, il y a même des discussions politiques et la spiritualité s'installe petit à petit. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, Tarek, vous l'avez pu le lire aussi, c'est que vous allez dans une mosquée parisienne, certainement d'ailleurs la grande mosquée de Paris, non, pour y prononcer votre profession de foi. Avec Brice, justement. C'est ça. C'est au bout d'un Alors comment on peut aller faire sa profession de foi lorsqu'on est de culture musulmane? C'est la grande question. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on a été athée, d'accord, lorsqu'on a été athée, on peut se prononcer à nouveau. Parce que c'était important. Moi, je sentais que je revenais de très loin et je me considérais pas comme musulman. Donc, j'étais comme un chrétien, découvrant l'islam. Et pour moi, c'était important à ce moment-là de faire cette attestation. Et pourtant, vous avez dû, quand vous étiez jeune, par transmission parentale, dire Ashhadou le soir avant de dormir ou des choses. Jamais. Ah ouais? Non, jamais. D'accord. Donc donc c'est le grand jour pour vous en fait, c'est une découverte avec Brice. Vous allez donc dans cette fameuse mosquée, prononcer donc cette fameuse profession de foi, et là vous êtes, après avoir étudié, après avoir réfléchi, après avoir élaboré un certain nombre de choses, vous en êtes arrivé à la conclusion que aujourd'hui vous êtes musulman. Il y a eu tout un cheminement, parce que là, c'est vrai qu'on est arrivé directement à l'attestation, mais entre les deux, il y a toute cette recherche que je développe dans le livre. Bien sûr, on va pas tout dire, parce que sinon, aucun intérêt de l'acheter, sinon. Un truc important, c'est que je découvre, grâce à des grands scientifiques connus et reconnus, comme Stephen Hawking, ou Einstein, ou d'autres, ou Poincaré même, que tous disent que le réglage de l'univers est tellement précis que c'est impossible que derrière, finalement, il y ait le hasard. Et ça m'interpelle. Je me dis, mais comment se fait-il que ce qui est dit là n'est pas relayé, n'est pas beaucoup plus relayé? Lorsque vous avez un scientifique comme Gamow qui dit que la probabilité pour que la molécule d'ADN se soit formée toute seule est de 10 puissance 40 000, c'est-à-dire 40 000, c'est 40 000 zéros. Voilà, c'est un 1 suivi de 40 000 zéros, c'est-à-dire que c'est improbable. Ça ne concerne que l'ADN, mais il y a d'autres choses concernant. C'est vrai que ce sont des domaines un peu pointus, mais on s'aperçoit que c'est tellement précis que je suis arrivé à la conclusion que finalement l'obscurantisme, c'est de ne pas croire en Dieu, mais c'est de croire au hasard. Voilà, ça c'était ma certitude. Moi, ce qui m'a intrigué à la lecture de votre livre, Fawzi Tarkhani, vous êtes sur France Maghreb 2, c'est que quand il s'agit de ces scientifiques occidentaux, vous les citez tous, avec leur nom, avec ce qu'ils ont dit, mais quand il s'agit de la mosquée dans laquelle vous avez prononcé donc votre profession de foi, vous la citez pas. Quand vous parlez de la cassette vidéo, vous citez pas
Donc le personnage qui fait la confrontation avec la Trinité, c'est le Cheikh Dada, si j'ai bonne mémoire pour moi, un musulman d'Afrique du Sud qui parlait anglais et qui a travaillé beaucoup sur la Trinité. Et surtout quand vous allez à la mosquée d'Argenteuil et que vous rencontrez les deux cheikhs salafis, vous donnez pas leur nom, alors que ça pourrait intéresser quelques-uns pour dire c'est Cheikh Intel, donc je vais aller faire de recherches pour savoir qu'est-ce qu'ils disent par ailleurs. C'est même pas en fait, c'est très simple. C'est par rapport à, vous savez, à ma maison d'édition et autres. C'est-à-dire moi, je me suis aperçu en écrivant que si je mettais, parce que ce livre, il faut dire qu'il est avant tout destiné aux non-musulmans. D'accord. Et que mettre trop de noms, non occidentaux, ça pouvait brouiller les pistes en fait. Tandis que quand je parle d'Einstein, voilà, c'est parlant. Mais c'était ça parle à tout le monde, ouais. Voilà, il y a pas de volonté, d'accord, pas de volonté particulière en fait. C'était pour que la lecture soit. J'ai voulu que ce livre soit le plus, simple et que ça glisse quand on le lit. Alors, vous dites c'est un livre qui s'adresse donc aux non-musulmans principalement. Après donc cette profession de foi, il y a aussi en même temps donc les études et puis après, peu de temps après, la musique. La musique avec vous signez dans une grosse maison de disques, on peut le dire. De la pub. L'album est enregistré à New York, donc les moyens sont mis. Fawzi, c'est peut-être là le début d'une grande carrière musicale, mais aussi carrière spirituelle, j'allais dire entre guillemets, puisque vous êtes découvert musulman peu avant. New York, l'enregistrement, vous racontez un petit peu cette vie avec une canne blanche dans New York aussi, c'est pas mal. Et puis Christophe connaît New York, il y a passé. Oui, voilà, il y a quelques jours, il y a quelques temps effectivement, voilà, c'est une ville à découvrir, magnifique. Les trottoirs sont très droits. Les trottoirs sont très droits et puis très larges. Cette ville est très très bruyante. Vous avez peut-être pu le remarquer, d'ailleurs vous en parlez de ces sirènes qu'on entend à longueur de journée. Donc comment vous arrivez à concilier à ce moment-là le fait d'être musulman, de vous rapprocher de la prière, etc., de commencer à être un bon musulman, j'allais dire, et en même temps de se lancer dans un milieu qui incite plus à autre chose que d'être religieux, j'allais dire. C'est difficile, non? Oui, non, c'est très compliqué. Effectivement, c'est vrai que c'est contradictoire. Parce qu'à cette époque, donc, faut dire que je suis véritablement rongé par cette passion qu'est la musique, parce que ça m'a suivi toute ma jeunesse. Et le rap, donc j'ai effectivement cette opportunité de signer dans une grande maison de disques, ce qui à l'époque était, jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile. Tout à fait. Et voilà, donc je ne pense qu'à ma passion à ce moment-là. Ouais. Certes, je fais mes 5 prières par jour, alhamdoulilah. Je respecte les différents principes de l'islam. D'ailleurs, ça fait de moi quelqu'un d'étrange dans ce milieu-là. Mais au fond de moi-même, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de lutte intérieure qui se passe et qui fait que la plupart du temps, je suis mal à l'aise. Alors Brice est là, toujours là, présent, et il vous accompagne à New York d'ailleurs. Oui. À New York, pour essayer de pour que vous ne dériviez pas trop. Plein de bonnes raisons. Il était là effectivement pour ça, pour aussi me guider, c'était de mon bras droit. Et puis il y a ces fameux attentats de septembre 2001. Je passe volontairement évidemment de beaucoup de passages parce que sinon ça n'a aucun intérêt de tout raconter le livre. Oui, sinon on lit le livre. Voilà, évidemment ça s'appelle Mal vu aux éditions Don Quichotte. Les attentats du 11 septembre ont été un réveil pour vous, Fawzi? Alors juste avant les attentats, pourquoi c'est un réveil? C'est parce que c'est à ce moment-là que je découvre la salafia. Alors comment vous découvrez la salafia? C'est intéressant justement. C'est dans le livre. Là, c'est un beau chapitre. Ouais. C'est un bel chapitre à lire parce que il faut le lire. Faut pas le raconter. Voilà. Et donc je découvre la salafia, on va dire. Et là, c'est un peu comme on dit, on va essayer d'utiliser des termes que les gens vont comprendre. Je passe à un nouveau Windows. Ouais. Un nouveau cap. Un nouveau système d'exploitation. Voilà, ma compréhension change, ma compréhension de la religion change. Et je m'aperçois finalement, et c'est pour ça, ça rejoint le bouquin, parce que c'est une perpétuelle recherche en fait. Je m'aperçois qu'avec la formation d'historien que j'ai eue, ensuite à l'université, je m'aperçois qu'on me présente finalement un minhaj, comme on dit en arabe, c'est-à-dire une méthodologie qui me plaît moi en tant qu'étudiant,
qui est le fait, de se baser sur des sources. Ouais. Donc, je me tourne, on développera ça plus tard, j'imagine. Ouais. Mais à ce moment-là, donc, je me tourne vers la salafia. Même d'un point de vue vestimentaire, je change, je me laisse pousser la barbe. Et qu'est-ce qui se passe le 11 septembre 2001 ? On voit sur toutes les télévisions un personnage apparaître qu'on me décrit. Et je me dis, mais punaise, il me ressemble. Ouais. Il me ressemble, mais moi, ce qu'il a fait, je le condamne. Donc, je me trouve face à un personnage qui finalement a les mêmes vêtements que moi, mais qui n'a pas la même idéologie, et c'est très perturbant parce que à ce moment, finalement, le monde découvre un monstre, et j'ai l'impression que dans les rues, on m'identifie à ce monstre. Oui, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Lorsque vous promenez avec votre cam, vous avez l'impression comme ça qu'on vous regarde de manière étrange. Vous racontez cet échange avec cette vendeuse dans cette boutique de la rue Oberkampf. Ça c'est plus tard. Ça c'est après les attentats du 13 novembre. C'est après les attentats du 13 novembre. Mais là, en 2001, à ce moment-là, c'est violent. Hein. Moi, c'est quelques jours après le 11 septembre. Je vais dans la rue avec un ami. Et c'est très tendu. Ouais. C'est très très tendu. Comment vous le ressentez justement, cette tension ? C'est les gens. Parce que j'allais dire, quand on voit pas finalement, on peut nous regarder de travers, on le voit pas quoi. C'est mon ami qui me décrit ce qui se passe autour de moi et qui me dit tu sais, depuis je me rappelle, on devait partir acheter un ordinateur et il me dit mais on n'arrête pas de nous regarder de travers, et même pour lui c'était choquant parce que c'était la première fois finalement qu'on le regardait de cette manière lui aussi, et moi c'était d'autant plus choquant parce qu'en général lorsqu'on a un handicap, les regards sont bienveillants. Oui. Et là on va dire que malgré l'handicap, les regards étaient noirs et mauvais. Alors donc il y a effectivement, vous racontez tout ça dans ce livre, cette période un peu compliquée, difficile pour j'allais dire le top départ de la vie compliquée d'un musulman en Occident, Tariq Mafi. Depuis les attentats de 2001, ça a été quand même un moment très fort, très très important. Et puis après là où je rejoins Fawzi, c'est que chacun le ressent de sa situation personnelle. Ouais. Et il y a le regard global dans la rue, tout ça. Et moi, je me rappelle que nous avons eu ici journalistes de France Inter et notre de TF1, un truc comme ça, qui sont venus. Et une des questions, c'était: Monsieur Mami, vous portez la barbe, comment vous vous sentez? Et j'ai une tirade qui est devenue mécanique. Je dis: Madame, moi, je vous renvoie au premier gouvernement de François Hollande en 81. François Mitterrand, prenez la photo et comptez le nombre de barbus. Et vous sortirez avec le fait que la barbe ne fait pas le moine, que la barbe ne fait pas l'extrémisme, que la barbe sont des modes qui viennent, qui vont, et que chacun porte la barbe par sa propre conviction. Alors pourquoi celui qui porte la barbe et qui a, comme dit Nicolas Sarkozy, une apparence de musulman, il est forcément mauvais, et celui qui est plutôt blanc aux yeux bleus avec une barbe, ça fait sympa. Et donc ma façon à moi, contrairement à celle de Fawzi, c'est de bousculer celui qui vient le chercher. C'est comme quand aujourd'hui on me dit: vous êtes d'où? Je dis: je suis de Paris, parce qu'à un certain moment, avec les normes sociales de ce pays, il faut jouer la perturbation et ne pas accepter d'être victimisé par celui qui ne connaît rien de votre histoire, de ce que vous avez dans le cœur. Oui, non, c'est très important de nos jours de ne plus être sur le banc des accusés. Voilà. Parce que on s'aperçoit que dès qu'on ajoute l'étiquette islamique ou musulman, c'est problématique. Ouais. Voilà. Ou halal. Voilà. Une boutique, quand elle est halal, c'est un problème, alors qu'une boutique normale, ce n'est pas un problème. Oui. Donc il y a tout un tas comme ça, malheureusement, d'attitudes et surtout une mentalité qu'il va falloir changer. Et ça a été, c'est la démarche de mon ouvrage. De votre ouvrage. Alors il y a aussi ce voyage en Égypte qui est absolument important aussi dans votre vie. Un voyage que vous avez dû reporter suite à des problèmes de santé de votre maman. Oui, je reviens en fait. Je pars en Égypte pour étudier la langue arabe, parce que ça me semble important. C'est la clé du savoir islamique. Pas oublier. Quelle est votre notion en arabe avant de partir en Égypte? Je parle en gros le dialecte tunisien, mais je parle très peu l'arabe et je le comprends peu, parce que justement, je m'aperçois qu'il y a un monde. Bon, même s'il y a quelques petits mots, mais il y a quand même un monde entre le dialecte et la langue arabe. La Tunisie aussi, on va en parler parce que vous en parlez dans votre livre.
J'aurais une question à poser sur l'apprentissage de la langue arabe en Tunisie, moi. Ah oui, bah alors justement, alors l'Égypte, en amont avant la pause, vous arrivez, alors vous expliquez comme ça que vous débarquez dans les rues du Caire, en Égypte, avec une canne blanche. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Caire, même sans canne blanche, ça paraît déjà compliqué. Alors avec une canne blanche, je vous explique pas. Ça a été difficile et vous êtes dit pourtant, j'aurais pu peut-être repartir tout de suite, découragé de par cette difficulté. Et vous avez tenu bon. J'ai tenu bon parce que j'étais aussi bien entouré. Ouais. Mais c'est vrai que dans un premier temps, lorsque je débarque, je suis un peu seul. Mais après, alhamdoulilah, je rencontre des frères qui m'aident et effectivement, je commence ces cours. Uniquement des cours oraux, ce qui fait que jusqu'à maintenant, malheureusement, mon niveau d'arabe n'est pas extraordinaire. J'ai une solution pour vous à la fin. Écoutez, tant mieux si je peux m'améliorer en arabe, tant mieux. Et voilà, donc je débute des cours. Et combien de temps en Égypte? Ça dure quelques semaines. Ouais. Quelques semaines. D'accord. Donc alors moi j'ai fait le contraire parce que quand j'étais en Égypte, je devais rester 10 jours pour donner donc des conférences. Et au fait, je suis bien parti moi au bout de 48 heures, mais c'était pas à cause de cette façon de circuler, mais à cause de la pollution. C'était la première fois que je débarquais en Égypte. Oui, c'est terrible. Et mon corps a lâché et je suis resté 48 heures au lieu de rester 10 jours. Oui, mais après c'est vrai que à l'Égypte, c'est vrai, c'est très bruyant, mais de l'autre côté, j'ai rencontré vraiment une population extrêmement gentille, des professeurs très très compétents, parce que vraiment, les Égyptiens ont l'amour de la langue arabe et du Coran. Et vraiment, c'était ce sont des professeurs très simples qui étaient peu payés, mais vraiment ils étaient très heureux surtout de pouvoir donner cours à des francophones. On va continuer d'en parler avec vous, cher Fawzi Tarkani, donc auteur du livre Mal vu aux éditions Don Quichotte, dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans votre émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami. Aujourd'hui, nous recevons Fawzi Tarkani, auteur du livre Mal vu aux éditions Don Quichotte. Donc, on a dressé un petit peu le livre depuis le début, de son parcours d'enfant à ce drame à l'âge de 11 ans, son parcours à l'école, à l'Institut National des Jeunes Aveugles, puis à l'université, cette découverte aussi avec l'islam, cette période aussi, la sortie de l'album, l'enregistrement à New York. D'ailleurs, il y a à propos de ça, vous demandez justement si celui avec qui vous avez enregistré l'album à New York est toujours vivant, suite aux attentats du 11 septembre. Oui, c'est une interrogation, parce que justement... Vous avez eu des nouvelles ? Non, je n'en ai pas eu, malheureusement. Mais c'est vrai que je me pose cette question parce que justement, Jean-Philippe, à un moment, m'apprend que je vais chez Jean-Philippe un jour, et j'apprends que un cousin de sa femme est mort dans l'une de ses tours, et je l'ai croisé en fait, ce cousin-là. Donc je m'interroge, je me dis est-ce que lui finalement est vivant et pas, parce que c'est quand même 3000 morts. Alors en parlant de Jean-Philippe, justement, il y a un petit passage assez intéressant où vous parlez de son épouse, Jean-Philippe, qui s'interroge justement sur l'influence que vous pourriez avoir sur lui. Écoutez, moi, comme tout musulman, je vis ma foi, mais j'essaye aussi de la faire partager. Et quand j'ai face à moi des gens qui s'intéressent à ma religion, je parle de ma religion, je leur parle de ma religion. Et puis il peut se passer que certaines personnes soient contre. Et c'est vrai que pour Jean-Philippe, je sais qu'à l'époque, il y avait quelqu'un de très proche qui n'était pas très contente que je lui parle d'islam. Après, c'était un adulte, il était libre de... Bien sûr, de choisir. D'adhérer ou pas. Alors après donc ces quelques jours donc en Égypte, vous racontez un petit peu comment ça se passe, cette difficulté dans une ville finalement assez difficile. Vous, Tarek, vous vouliez parler de la Tunisie, puisque justement dans ce livre aussi vous parlez de ce voyage en Tunisie, Fawzi. Vous racontez d'ailleurs cette petite histoire où vous allez avec votre canne un matin très tôt faire la prière de Fajr à la mosquée, je crois que ça se passe à Sfax. Et vous êtes face à une meute de chiens, vous l'estimez à peu près une quinzaine. Et là, vous vous abaissez, vous commencez à prendre tout ce que vous trouvez au sol, cailloux, sable, et vous jetez dans la direction de ce que vous entendez, à savoir des chiens errants visiblement. Et vous dites, par la grâce de Dieu, ils se sont éloignés. Vous avez pu vous retrouver dans cette mosquée. Dans cette mosquée où vous êtes seul avec celui qui conduit la prière. Vous vous posez des questions sur votre pays, donc la Tunisie, et ce délaissement de la religion. À cette époque, parce que là on parle vraiment du début des années 2000.
Et c'est vrai que non, ce fut une expérience traumatisante. Effectivement, se retrouver seul dans une mosquée. Et j'ai pensé à ce peu. Je pensais que c'était les chiens qui étaient traumatisants d'expérience. Non, finalement non. C'est pour ça que voilà, j'ai mis ces deux expériences en parallèle, où je dis finalement un traumatisme plus grand m'attendait à la mosquée. Et effectivement, c'était traumatisant parce que je pensais à ce pauvre muezzin qui chaque matin faisait l'appel à la prière et tout seul à prier. Vous savez que le muezzin en Tunisie de toute époque et surtout à l'époque de Ben Ali étaient des salariés de l'État. Donc il venait peut-être lui aussi travailler. Moi, voilà, je n'étais pas là pour juger sa nia. Non, mais c'est pas pour juger. Mais... Voilà, et en tout cas, moi, lorsque j'arrive, et non, parce qu'il avait l'air, il avait attristé, l'air sincèrement attristé. Je pense pas que. Alors vous connaissez, il y a une phrase dans la culture tunisienne sur cette rencontre avec les chiens. Alors en tunisien, on dit Aqra Yassine, au Fidk Hajra. Et puis moi j'ai vécu, donc je vais la traduire chez Christophe, parce que moi, quand j'étais gamin en Tunisie, et le soir à 18h, mon grand frère allait chercher tout le jour du lait, et un jour mon grand frère n'était pas à la maison, et pour mon père il m'a dit va chercher du lait. Et j'expliquais à mon père que je ne pouvais pas aller chercher du lait parce qu'il fallait traverser le cimetière, et que dans le cimetière il y avait toujours des meutes de chiens le soir. Et il m'a dit donc cette belle expression, lis le verset de Coran, Christophe, et tiens une pierre. Moi, j'avais 7-8 ans. Je comprenais pas. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, parce que quand un musulman est traumatisé sur quelque chose, il commence par lire Yassine pour avoir confiance en soi. Et si le verset de Yassine ne se faisait pas, il a une pierre dans la main pour se défendre. Et en lisant donc votre phrase, j'ai pensé à mon père, qui lui était un érudit de la religion, parce qu'il avait fait les études à l'Égyptona, mais comment on se construit aussi dans cette religion. Oui, non, après, c'est vrai que concernant il y a des invocations spécifiques par rapport à la peur. Et, voilà, vous savez, il y a un ouvrage magnifique qui s'appelle La Citadelle du musulman, dans laquelle on retrouve à peu près toutes ces invocations. Mais non, c'est certain que le musulman, face à toutes sortes de situations, voilà, doit se tourner vers son Seigneur. Alors moi j'ai une question maintenant, après avoir lu ce livre, Fawzi, après avoir lu votre parcours. Je me dis, vous êtes quelqu'un de brillant, intellectuellement assez développé, on peut le dire. Vous avez fait des études, etc. Alors je vais essayer d'être habile dans ma question, mais je me pose des questions quant à votre parcours et à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure à juste titre que ce livre était destiné à principalement des non-musulmans. N'est-il pas compliqué déjà dans un pays où d'être musulman c'est déjà difficile et qu'il faut se faire une place, essayer de se faire comprendre, respecter. Vous leur offrez quand même un parcours d'un islam un peu particulier, d'un islam, d'une pratique de l'islam dont on n'a pas l'habitude de voir dans les rues, Fawzi. Au contraire, ils se plaignent de trop la voir. Donc c'est vrai que la salafia pose question pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai dit au départ, c'est cette confusion qu'il y a entre salafi et takfiri. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Il y a un gouffre entre ces deux tendances qui malheureusement sont amalgamées. Donc là, on a un peu de temps. C'est vraiment très important que les gens fassent la différence, parce que c'est le nœud du problème. Salafi, d'accord, c'est celui qui se réfère au salaf, aux pieux prédécesseurs, aux ancêtres, aux premières générations de l'islam. Aux premières générations de l'islam. Donc, on se réfère à quelque chose, plutôt à des êtres nobles, d'accord, qui est d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tête, et ses compagnons, puis la génération qui a suivi, puis l'autre. Donc on se réfère, ce terme salafi est un terme noble. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Et pourquoi moi je me suis tourné vers la salafia? C'est très simple. Ce que j'ai compris de la salafia, c'est que simplement c'était l'islam des origines, et que finalement lorsqu'une question se pose, dans tous les domaines de l'existence, mais aussi dans le domaine de la croyance, on retourne au texte, en premier le Coran, et ensuite la sunna, la tradition prophétique. Et grâce à ces textes, et grâce surtout à la compréhension qu'en avaient les premières générations, on va avoir un éclairage qui sera celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, c'est aller à la source. Je me suis dit, mais moi, si on m'explique un hadith,
finalement, je veux l'explication du prophète en premier lieu. Voilà, je veux pas l'explication d'un orientaliste du 21e siècle. Ça ne m'intéresse pas. Parce que en ayant cette compréhension, je suis sûr d'avoir le véritable sens. Et donc c'est ça ma démarche. Ensuite, ce mot, d'accord, qui est salafi, a été de nos jours amalgamé à un autre. Ce sont les takfiris. Alors je ne sais pas si les gens, on va peut-être leur expliquer historiquement ce qu'il en est. C'est que on va y venir. Voilà, il y a une secte d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a longuement parlé. C'est la secte dont il a le plus longuement parlé, c'est celle des Khawarij. En français, on appelle ça les Kharijites. Voilà, les Kharijites qui ont assassiné, il faut le rappeler, le troisième calife, Othman, radiyallahu anhu, ainsi que Ali. Donc, ces gens-là ont certaines spécificités. On va dire, on va passer à la plus importante. C'est que en fait, par rapport à des normes qui sont les leurs, ils décident de rendre mécréants ou pas les gens. Voilà, toi tu es mécréant, toi tu ne l'es pas, ton sang est illicite. Voilà pourquoi aussi on les appelle takfiri. Excusez-moi, je fais un peu de trucs, mais c'est très important. Du kafiri qui vient du verbe kafara, le fait de rendre mécréant. Voilà, d'où le terme takfiri. Donc, maintenant, voilà, on arrive à une époque, parce que ces gens-là quand même suivent sur certains points, on va dire, des aspects vestimentaires, des choses relatives au fiqh, ont le même avis que les salafis. Finalement, on les a mis dans le même panier. Voilà. Parce que finalement, je portais la barbe, parce que voilà, je peux porter un qamis, on m'amalgame à ces gens-là. Alors que nous n'avons pas du tout la même croyance. Hein, moi, je ne suis pas là à m'amuser à rendre mécréant telle ou telle personne comme ça à longueur de journée. Je n'assassine pas, voilà. Le musulman n'est pas là. Et, je veux dire, il y a la question du djihad. Il faut bien comprendre que le djihad, c'est l'affaire des gouvernements musulmans, d'une autorité reconnue, et en aucune façon, c'est l'affaire d'individus. Ça, c'est le djihad guerrier, le pas djihad le djihad. guerrier, oui, bien sûr. Il y a aussi alors, si vous permettez, le djihad aussi. Oui, c'est celui-là. Là, je parlais du djihad dans le sens guerrier. Voilà, guerrier. Alors, si vous permettez, vous êtes sur France Maghreb 2, cette thématique d'aujourd'hui djihadiste, takfiriste, salafia est notre lot au quotidien. Oui. Et donc, le discours que vous tenez dans une radio, j'allais dire occidentale, non maghrébine, qui n'a pas le soubassement culturel que vous avez et que nous avons nous, que j'ai moi ici, c'est un discours qui passe très bien, parce qu'il est clair et parce que vous utilisez les normes de la réflexion occidentale pour parler aux occidentaux. Mais quand vous revenez à l'histoire de la salafia dans le monde musulman, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la question de Khawarij porte d'un point de vue politique dans l'explication historique de l'islam autre chose, parce que les Khawarij sont aussi sortis lorsqu'il n'y a pas eu d'accord entre Muawiyah et donc du temps de Othman, il n'existait pas historiquement. Il y avait cette réflexion de ce que refuse l'autre, mais politiquement elle n'existait pas, et que si on expliquait aux auditeurs c'est quoi les trois groupes, certains les appellent sectes, c'est les sunnites, les futurs chiites et les Khawarij. Les premiers que sont les sunnites, donc les Qurayshites pour faire simple, disaient ne peut être calife du prophète que celui qui est né dans la tribu Quraysh. Vous avez la deuxième, et c'est là où ça se complique, ceux qui vont devenir chiites disent ne peut être calife que celui qui descend de la famille du prophète et de sa fille, et donc de Ali. Et vous avez les kharijites, historiquement, qui ont été soutenir la position de Ali, et quand Ali donc est passé par le muhakama, par donc l'arbitrage, et qu'en plus il a perdu, ils sont sortis, et c'est là où il y a le mot kharaja, khawarij, les sortants. Et à partir du moment, ils ont une autre, j'allais dire, position politique, qui est peut-être la plus démocratique. C'est leur côté takfiriste qui va pas les servir historiquement, puisque ceux-là disent, peut être calife, c'est lui qui est le meilleur des musulmans, et on s'en fout, pour parler français moderne du XXIe siècle, qu'il soit descendant de Quraysh ou qu'il soit descendant de Ali. Et à partir de ce moment-là, il y a une alliance entre les futurs chiites et les sunnites, donc le Qurayshites, pour mener la guerre à ces Khawarij sur la base du fait que Khawarij ont sorti donc cette mécréance des autres.
Alors, je ne suis pas un spécialiste de Moi, ce je moment suis de un cette petit peu. histoire, mais bon, il y a, je ne sais pas s'il y a une alliance entre sunnites. Oui, de fait. Bon, c'est parce que c'était pas le terme qui était employé à l'époque Oui. pour chiites. Oui. Et ils ont tous les deux combattu. Le fait est que Ali, à un moment, Ouais. on va dire clairement les choses, voilà, il les combat Oui. très durement. Tout à fait. Voilà. Mais bon, on va pas. Non, mais c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est que la salafia, oui. C'est que la salafia, moi, quand j'emploie ce terme-là, c'est cette référence, comme on a dit, aux premières générations. Ouais. Mais pour expliquer pourquoi on revient sur ce terme Khawarij, c'est que dès le départ, il y a une rébellion. Oui. On est d'accord ? Ils sortent de cette autorité. Tout à fait. Alors qu'ils ont face à eux, d'accord, des sahaba qui étaient auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne les a pas empêchés de leur faire la guerre. C'est une lutte politique pour le pouvoir. C'est une lutte Pas pour la religion. Moi, lutte politique, pour la coopération du pouvoir, c'est connu dans tous les. Ils étaient quand même, il y avait quand même un fond, il y avait un fond extrêmement religieux. Je veux dire, il y a un moment, quand ils disent, voilà, nous, on rend mécréants pour des grands péchés. Oui, tout à fait. Ils avaient un fondement. C'était pas un parti politique. Non, mais c'était l'utilisation de la religion à des fins politiques dès le départ chez les Khawarij. C'était, oui, moi, c'est pour ça que je préfère ça, c'est tout simplement, ils sont sortis de ça. À partir du moment où ils ont refusé cette autorité, effectivement, c'est un acte politique de leur part. Alors, je peux y rajouter qu'en réalité, ils ont commencé cette propagande du temps même du prophète à Médine après le retour des musulmans. Et là, le prophète va prendre une position politique, il l'a décrit comme telle et pas religieuse. Il dit, nous, on ne va pas rentrer dans cet esprit de takfir de ces gens-là, mais on va rentrer dans ce qu'Ali va faire plus tard, dans la lutte à mort contre les gens qui font de la sécession à l'intérieur de la communauté. Ce que je sais, c'est qu'il y a un épisode, vous savez, très très connu, un hadith que malheureusement je peux pas citer, je l'ai pas sous les doigts parce que nous on y en braille. Oui, vous savez, avec un personnage qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'il lui dit Addil ya Mohammed. Vous savez, c'est un moment où il doit partager le butin. Oui, tout à fait. Voilà, et le prophète a dit que de cet homme va descendre ces fameux Khawarij. Donc, ce qui nous intéresse, parce que bon, c'est que les gens, parce que maintenant ce sont les néo-Khawarij dont on va parler, les néo-Kharijites. On y vient. C'est que donc vous avez cette méthodologie, parce qu'il s'agit presque d'une méthodologie, et de nos jours, voilà, on a donc, comme je le disais, on parlait tout à l'heure du djihad guerrier, c'est très important. Nous avons donc des gens qui décident. On va y venir. Qui décident donc finalement de faire la guerre au nom des musulmans. Et ces gens-là n'ont aucune légitimité. Et c'est très important. Donc maintenant, dans l'espace public, donc, il y a des films. L'un d'entre eux s'appelait Salafiste. Oui, je l'ai vu. Voilà, il y a énormément de termes. Voilà. La confusion, elle est présente. On est d'accord. Alors qu'on nous explique, il y a des universitaires qui nous expliquent que il y a des salafistes quiétistes et des salafistes djihadistes. Mais on nous explique aussi que l'immense majorité est quiétiste et la minorité est djihadiste. D'accord ? Exact, oui. Mais le problème, c'est qu'on utilise, pour désigner les terroristes, toujours le raccourci salafiste. Alors qu'il s'agit de la minorité. Donc c'est incompréhensible. Peut-être un petit mot sur l'apparence salafi. Et après, on revient aux différents courants. En fait, c'est pour provoquer la réflexion de tous et essayer de comprendre votre propre démarche pour arriver à retenir ce terme-là, parce que d'autres se veulent musulmans modernistes contre les salafismes, on va y venir, mais vous avez le fait de porter le khamis en soi n'est pas une prescription religieuse, c'est une tradition à cause du temps. Et parce qu'il fait chaud, il fait 40 degrés, 45 degrés. On va y venir, non mais pas certain, parce que quelqu'un qui vit en Sibérie, il va dire oui, moi je veux bien, mais je vais mettre le khamis blanc transparent, il va cailler, pour faire simple. Bon, non, il y a j'ai une position qui n'est pas la même que la vôtre. Oui. C'est une interrogation. Moi, j'ai des propositions. Le khamis, faut savoir, c'était l'habit préféré du prophète. Et nous, d'accord, nous aimons ressembler au prophète
dans sa manière de s'habiller D'accord. et dans son comportement. Ouais. Alors j'ai une petite D'accord. question, pardon. Mais ce n'est pas, effectivement, on peut s'habiller de manière différente. Vous savez, par exemple, il y a le sarouel qui existe. Oui. D'accord. Il y a pas, il existe d'autres manières de Ouais. s'habiller. Ouais. Plus important, c'est que bon, au niveau de la aura, on appelle ce qu'on On appelle est la d'accord. nudité. Oui. D'accord. Et je veux dire, il y a des pays dans le monde, des pays musulmans, où on porte des habits différents. Par exemple, on pense Pakistan, au qamis pakistanais, où tout qui à fait. voilà, l'habit est parfaitement sharaï. Oui. Il y a pas de souci. Mais Non, mais ce qui est révoltant, et je parle comme français, français de la rue, c'est que vous trouvez des jeunes ou des moins jeunes qui vont porter un camis. Sous le camis, ils vont porter un survêtement. Et dessous, il y a les Nike en bas. Et là, tout d'un coup, il y a le mélange dans la tête. Je dis, bon, est-ce qu'il est vraiment salafi ou est-ce qu'il prend des Non. apparences pour envoyer un message, j'allais dire? non, faut pas tout confondre. Ouais, non, mais je C'est-à-dire que comprends pas, voilà, je pose la question. c'est-à-dire que on peut porter, bon, parce que là vous parlez d'une marque, il n'y a pas de. Vous savez, les gens maintenant, lorsqu'ils s'habillent, ils ne se posent pas toutes ces questions. Ah. Les jeunes, bon, voilà, ils trouvent un survêtement qui est joli. Et il l'achète à 800, à Il l'achète, 200 peu euros, importe, mais 300 euros. S'il a les moyens, alhamdoulilah, c'est pas un problème. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir et d'acheter quelque chose qui est beau, ce n'est pas un problème. On va pas le juger là-dessus. Maintenant. Il n'y a pas forcément. Il peut y avoir, bien sûr, il y a des vêtements qui ont qui ont une connotation politique ou même des mauvaises connotations. Il y a des vêtements qu'on évite d'acheter, c'est vrai. Mais maintenant, il faut pas confondre. C'est vrai que le vêtement, c'est quelque chose de très important. Oui. Mais nous, le point qui nous intéresse le plus, c'est la croyance. Tout à fait. D'accord ? C'est la croyance. C'est sur ce terrain. Avant tout, notamment le terrain du tawhid, Oui. ce qu'on appelle le monothéisme, Oui, oui. c'est là-dessus véritablement qu'on essaye de se concentrer parce que finalement c'est ça qui fait la différence Tout à fait. entre Christophe, votre Alors, question ouais, avant que je revienne aux écoles c'est salafistes. une en deux en fait, pour être précis. Est-ce que finalement dans votre réflexion vous dites pas, mais si le prophète était des nôtres en cette période du 21e siècle, il vivrait peut-être un peu plus moderne que vous? Et est-ce qu'il n'est pas compliqué et difficile d'être un salafiste aujourd'hui en France? Alors déjà, le prophète alayhi salatu wassalam, avant de mourir, nous a donné des indications. Donc C'est à une époque bien précise, hein. Oui, mais nous considérons que l'islam c'est pour tous les temps et tous les espaces. Sans contextualisation. Non, mais il y a toujours. C'est-à-dire que, bien sûr qu'actuellement, il y a des nouveaux problèmes. Par exemple, je sais pas, moi, Internet, il y a des nouvelles questions qui se posent. Et nous avons des savants qui, grâce à la sunna, vont prendre des décisions. Ça, c'est, mais voilà, être salafi, c'est ne pas refuser la modernité dans le sens, voilà, on va pas accepter. On n'est pas les Amish, les Amish en Amérique qui tout à fait. refusent de conduire des voitures. Ouais. Non, nous, c'est pas ce côté-là. C'est l'innovation au sens religieux. C'est la bid'a. C'est pas l'innovation. La bid'a hasana. C'est pas l'innovation religieuse. D'accord, il y a une grande différence. Maintenant, on voudrait aussi croire qu'on est complètement en marge, ce qui est faux. Je vous l'ai dit, je sais pas, moi, on peut avoir une très belle voiture et être salafi, on peut avoir le dernier téléphone à la mode et être salafi, c'est pas le problème. C'est avant tout un minhaj, une méthodologie. Ça, faut pas confondre, parce que souvent les gens pensent que on est coupé complètement de la société. C'est faux. C'est quoi la vie d'un salafiste aujourd'hui? La vie d'un salafiste, vous savez, c'est déjà il y a quelque chose que je n'ai pas dit. C'est très important pour les gens. Moi, le terme de salafi, c'est l'islam des origines, c'est l'islam. Voilà, c'est l'islam. Vous l'avez dit en entrée. Authentique. Ouais. Donc. Mais qui normalement, définit qu'il est authentique? ce sont les textes. C'est-à-dire moi maintenant, si vous arrivez à me prouver. On a un corpus islamique. Nous sommes dans une radio, on ne cherche pas à prouver, mais on cherche à comprendre votre cheminement personnel en ayant parlé de votre livre et en disant aux gens, allez acheter ce livre pour le lire. Ça s'appelle Mal vu. Mal vu, pour savoir est-ce que vous vous retrouvez dans cette expérience ou pas, et parce que nous souhaitons aussi créer le débat positif à l'intérieur de la communauté. C'est pour ça, mais parce que c'est que il y a énormément de confusion. Le terme salafi, en vérité, si on avait pu s'appeler musulman tout court, on l'aurait fait. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de sectes en islam et il est important de se distinguer. C'est par rapport à ça que ce terme. Il y a certains qui définissent le salafisme comme une secte, hein, je le précise. C'est un groupe. Oui, il y en a certains. C'est un groupe. Et je sais pas si vous avez lu ou on vous a fait lire lors de votre passage en Égypte le fameux livre du XIIe siècle, El Milal
ou Nihal, de Shahrastani, qui lui, déjà au XIIe siècle, décrivait tous ces groupes religieux, les principaux, c'est-à-dire les sunnites, les chiites, plus derrière donc les Khawarij, plus derrière Al-Mu'tazila, Al-Murji'a et tous les autres, pour avoir une idée déjà au XIIe siècle. Donc aujourd'hui, après les colonisations, parce qu'il y a une trajectoire intellectuelle aussi qui a eu lieu, si vous permettez Christophe, en 3 phrases, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui chez les spécialistes qui viennent de tout le monde arabe, de tout le monde musulman, vous avez ce qu'on appelle la salafiyya qadima, donc l'ancienne, la première, c'est peut-être dans celle-là que vous allez vous reconnaître, vous cher Fawzi, c'est-à-dire celle qui reprend, comme vous le dites, et les textes du Coran, et la sunna, et les hadiths, par tradition et reproduction et non par raisonnement. Et vous avez donc avec à leur tête bien sûr Ibn Hanbal, je ne sais pas si vous retrouvez là-dedans ou pas, Ibn Taymiyyah, pareil, est-ce que vous retrouvez dedans ou pas? Et puis ils ont des positions claires sur le tawassul, c'est-à-dire sur l'intercession. Est-ce qu'on peut aller voir un saint pour demander des choses? Et j'y vais vite Christophe. Oui, parce que j'ai la pub là. Oui, je vais très vite. Et vous avez donc la deuxième qu'on appelle la salafiyya haditha, donc c'est la salafiyya du 19e siècle, qui essaye de reproduire ce chemin en y amenant donc une vision politique qui n'était pas au départ. Et vous avez malheureusement la troisième salafiyya qui, elle, va bifurquer sur à la fois le djihadisme pour certains, le takfirisme pour les uns, mais sans djihadisme, type Al-Qaïda, en gros, à l'intérieur des mondes musulmans. Et vous avez la deuxième qui est à la fois salafiste, takfiriste, djihadiyya, Daesh aujourd'hui. Donc voilà un petit peu le panorama intellectuel des différentes visions du monde. Est-ce que vous retrouvez, vous, dans la première salafiyya, la salafiyya qadima? Moi, je me retrouve tout simplement dans cette définition que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire le Coran et la Sunna avec la compréhension des premières générations. Point final. Je ne rentre même pas dans cette distinction. C'est-à-dire que pour moi, voilà, l'imam Ahmed est un salafi. Oui. L'imam Malik est un salafi. Ibn Taymiyyah est un salafi. Tous ceux... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Pour les quelques dernières minutes sur France Maghreb 2 avec Fawzi Tarkani, auteur du livre Mal vu aux éditions Don Quichotte, qui est avec nous, avec qui on parle donc de son parcours et puis bien sûr de son choix. De son choix salafi. De son choix salafi, voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans cette émission, cher Christophe, cher Fawzi, c'est que les auditeurs achètent ce livre, lisent cette trajectoire particulière et après se confrontent, parce que ceux qui sont déjà dans la religion, ceux qui le sont pas du tout, ceux qui le sont un peu, peuvent lire une expérience qui n'est pas un modèle en soi, mais qui est une expérience qui permet à certains de comprendre pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Alors, cher Fawzi, on est aussi là pour faire taire les mauvaises rumeurs. On parlait de vous comme un éventuel retour en musique. Et j'ai fait ma taouba il y a cela très longtemps. Non, pas de retour. Il n'y a pas d'Aouda alors. Il n'y a pas d'Aouda, Inch'Allah, il n'y en aura jamais. Et donc aussi dans la presse Deep People aussi, et on en parle bien sûr de votre épouse qui pourrait faire aussi un retour dans la musique, puisque voilà, tout le monde la connaît forcément. Bon, on lira le livre. Je ne lis pas la presse People. Ah, c'est bon, très bien. Les salafiyas ne lisent pas la presse People, donc. Alors, Tarek, peut-être pour les dernières questions. Les salafis lisent des ouvrages utiles et donc vous démontez, c'est important de le rappeler, vous démontez votre retour en musique, celle de votre épouse, voilà. Non, mais la sienne d'abord. Il parle pour lui, chacun, y compris c'est les salafis, normalement, chacun parle pour soi. Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Oui, pas ici. Si, je l'ai dit. J'ai dit non, je ne retournerai pas dans la musique. C'est une telle évidence pour moi. D'accord. Tarek. Alors, je terminerai par un mot sur Malek Chabel en rappelant que ceux qui souhaitent lui rendre hommage, c'est 18h30 à la mairie de Puteaux aujourd'hui, donc dans le 92, parce que bon, pour ceux qui ont apprécié cet homme, qu'on soit d'accord encore une fois ou pas avec ses idées, comme c'est le cas avec Fawzi. Fawzi, aujourd'hui, le mot wahhabi, salafi, est devenu un repoussoir avec des débats, y compris sur l'explication du wahhabisme par rapport à la religion. Quand quelqu'un vous gêne et vous dit vous êtes salafi dans Tact, vous êtes contre les takfiristes et vous l'écrivez noir sur blanc dans le livre, mais que ressentez-vous par rapport à l'idéologie wahhabite par rapport à ce salafisme?
Déjà, faut savoir que le mot wahhabite a été utilisé plus pour discréditer qu'autre chose. Bah, c'est eux qui l'ont inventé, hein. Ils appellent même le pays l'Arabie. Non, Voilà. Beaucoup récusent ce terme. D'accord. Ils le récusent ce terme. Parce que ce serait se référer à un seul homme qui, certes, a été un savant immense, mais lui n'a pas cherché cela. Maintenant, comme je vous l'ai dit, nous, voilà, nos savants sont divers. Il n'y a pas que Ibn Taymiyyah. On voudrait réduire la salafia à Ibn Taymiyyah et à Mohammed Abdel Wahhab. Ce sont deux grands savants immenses, mais il y en a d'autres. Comme je vous le disais, les 4 imams sont salafis. Voilà, il ne faut pas réduire la salafia à cela. Non, mais je réduis pas, mais je veux dire, est-ce que Non, je parle des gens qui le font. Voilà. Non, je réduis pas, mais donc ma question encore plus précise, est-ce que dans votre esprit et votre salafisme à vous, vous y intégrez une dimension de Abdel Wahhab ou pas? Mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Alors justement dans le livre vous dites que il est compliqué et difficile vous comprenez pas en tout cas le fait qu'on puisse critiquer la terre du prophète et en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Oui, non, je ne le comprends pas parce que et si on vous dit on critique pas la terre, on critique la pratique qui est sur cette terre, la pratique religieuse. Écoutez, moi, personnellement, c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Vous y avez déjà été? Oui, en Umrah ou en Hajj? Alhamdulillah, j'ai fait mon Hajj. Ouais. Et non, oui, effectivement, ça me dérange profondément parce que finalement, malheureusement, l'être humain, je me mets dedans, aime voir toujours le défaut de la cuirasse. Ouais. Donc, bien sûr, il y a des problèmes partout, je ne le nie pas, mais il faut pas oublier aussi tout le bien de ce pays. Il faut pas oublier que c'est la terre de notre prophète aussi. Et rien que pour cela, si j'ose dire, voilà, c'est un endroit qui restera toujours dans mon cœur et que je défendrai toujours. Il n'y a pas une confusion entre la terre de notre prophète à tous, que nous aimons et que nous admirons, et en même temps un groupe religieux qui dure un moment. Et si peut-être demain, je vais faire de la provocation puisque c'est la dernière question, si demain le Khawarij venait à dominer la Mecque, est-ce qu'on aurait toujours le même amour pour cette terre ou pour ces gens qui sont là-dessus? C'est la dernière question, Christophe. Ce que je vois, c'est que alhamdulillah, l'Arabie Saoudite accueille chaque année des millions de pèlerins et que de manière générale, ça se passe quand même bien et que si on a réussi à conserver cette ambiance très particulière qui se trouve à la Mecque et à Médine, c'est grâce aussi au travail des Saoudiens. Voilà. Très bien. Le livre s'appelle Mal vu aux éditions Don Quichotte, Fawzi Tarkani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir éclairé un petit peu sur votre parcours, votre cheminement. Est-ce qu'il est amené à évoluer encore ce parcours? Dans la méthodologie, dans ma croyance, non. Aujourd'hui. Après, voilà, peut-être que je sais pas. Dieu peut vous prêter une longue vie et d'autres expériences et d'autres réflexions. Est-ce que vous n'êtes pas à l'abri d'évoluer, de changer de position? Religieusement, non, je n'évoluerai pas. Non. Qu'Allah m'en préserve, c'est surtout ça. J'espère qu'il me raffermisse dans cette voie. Ouais. Après, voilà, il faut pas non plus être prétentieux. Moi, je souhaite mourir comme cela. Quel regard vous avez concernant un musulman, j'allais dire, qui vit sa vie de manière assez tranquille, boulot, travail, et puis un petit peu de religion, un petit peu de mosquée le vendredi? Moi, je suis pas un takfiri. Ouais. Je ne rends pas les gens mécréants parce que voilà, il s'habille de telle manière, il écoute de la musique ou je ne sais quoi, ou parce qu'il commet. Mais vous comprenez ce terme musulman moderne aujourd'hui, par exemple? Modéré. Faudra m'expliquer. Moi, je connais le terme musulman tout court. Ouais. D'accord. Je peux comprendre être en marge, en regard de la société, mais je ne comprends pas d'être rigoureux en regard de l'islam, parce que moi, je me considère comme un musulman tout court. Donc la question qu'il faut se poser, c'est voilà, qui est musulman tout court et qui est musulman modéré, ou d'où vient le problème en fait. Et moi, j'encourage les gens à se référer au texte, encore une fois. Dans la toute première, puisque vous aimez les sources dans le Coran et dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est musulman toute personne qui a dit la shahada une fois dans sa vie, en public, et à partir de ce moment-là, il reste musulman, quel que soit ce qu'il commet comme erreur, parce que seul Dieu peut le juger là-haut. Il y a, comme on le sait, vous savez, il y a des conditions, effectivement, pour être musulman. Et c'est très important parce que je vous dis, c'est le nœud du problème. Ces questions de takfir, de rendre mécréant, ce n'est pas le problème des individus. Il y a des savants qui réfléchissent à ce genre de choses et on voit tous les problèmes que ça génère. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans ces questions. Voilà, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient qui me dit salam alaikum,
quelqu'un qui prie à côté de moi, voilà, je ne cherche pas à rentrer dans sa vie et à savoir. Dernière question, Alors, Fawzi. Christophe, si vous permettez, contrairement à la chrétienté, dans l'islam, il n'y a pas la notion d'excommunication, donc le takfir, d'un point de vue théologique pur. Dernière question, Fawzi, est-ce que vous excluez le fait totalement enfin, est-ce que vous envisagez, je vais le refaire dans le bon sens, est-ce que vous envisagez le fait de partir vivre dans un autre pays où vous seriez plus en symbiose avec votre pratique religieuse? Alors, simplement, je veux revenir parce que si je me permets. Allez-y. L'excommunication en islam existe, parce qu'elle existe aussi, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des conditions bien précises. Ah ben c'est le rejet des 6 branches de la croyance. C'est l'affaire. Voilà. Si quelqu'un maintenant me dit, voilà, je crois que boire de l'alcool c'est autorisé malgré ce qu'a dit le prophète, et qu'il le croit fermement, que ce n'est pas un fou, que si, voilà, il y a quand même ça existe aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui va. Non, chef Fawzi, qui dit, je crois profondément que c'est pas nécessaire de faire la prière. C'est pas suffisant. Parce que dans le premier contexte, il faut rejeter les 6 branches de la croyance pour que quelqu'un, et non pas une personne, mais un groupe de savants, comme vous le dites, puisse dire quelque chose sur cette personne-là. Mais tant que les 6 ne sont pas constatés, donc tant qu'il y a la shahada, le reste, c'est l'œuvre de Dieu. Moi, je vous lance un petit défi à France Maghreb. Allez-y. C'est que je vous invite, parce que moi, je ne suis pas un théologien, à inviter quelqu'un qui sera beaucoup plus savant que moi. Avec plaisir. Pour parler de ces choses-là. Avec plaisir, à une condition que moi, je ne me présente jamais comme théologien parce que je ne le suis pas non plus, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup lu, beaucoup travaillé sur ces questions. Il sera ouvert et il aura, à mon avis, beaucoup plus de réponses intéressantes à donner que moi. Parce que moi, je ne reste qu'un, je suis pas un théologien, je ne reste qu'un écrivain, quoi, finalement. Et la dernière question, est-ce que vous envisagez le fait de quitter la France pour y vivre plus confortablement, votre pratique religieuse? Je crois qu'il y a une phrase dans mon livre, à un moment où je dis, poisson d'eau douce, l'eau douce, au poisson d'eau de mer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous laisse réfléchir. Merci, Fawzi. Quand on est né français et qu'on aime la France, on reste en France et on s'adapte. Ou la France, on prend en considération ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. Si j'ai bien compris, moi, la leçon. Fawzi Tarkani, merci en tout cas pour cet échance qui, j'espère, a été sympathique. Oui, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez, à très vite alors. C'est que partie remise. Vous êtes découvert une nouvelle passion d'écrire. Il y en aura un deuxième? On verra. On verra. Très bien. En tout cas, à lire, c'est mal vu. C'est un livre qui se lit bien. En tout cas, on est vite plongé dans l'histoire, dans la biographie de Fawzi Tarkani, qui, vous l'avez compris, n'est plus dans la musique, mais dans la religion et le salafia. Et l'épanouissement de soi. C'est aujourd'hui, vous avez trouvé vous vous êtes trouvé finalement. C'est ça qui est extraordinaire. Le salafi ne renvoie pas à l'enfermement, à la tristesse. Oui, c'est ce qu'on a tendance à dire. Parfaitement épanoui. Peut-être avec erreur, à tort. Voilà. Merci beaucoup Fawzi Tarkani en tout cas d'être venu. Le livre donc s'appelle Mal vu aux éditions Don Quichotte et on vous invite fortement à le lire. À très vite sur France Maghreb 2. Dans un instant la suite avec Amar et on va parler de l'éphéméride, de ce qui s'est déroulé, des événements de ce 14 novembre, de sport aussi avec Ralph Bécheni et puis de télé. Tiens, on regarde la télé chez les salafistes ou pas, Fawzi? Non, on regarde pas la télé. On n'écoute pas la radio, on regarde pas la télé. Bon, on est hors délai de l'émission qui est terminée. Allez, à très vite sur France Maghreb 2. Le rappel de l'actualité tout de suite, c'est avec Marion Nigoul. Bonsoir Marion.